Alors, nous allons commencer la partie néphro-urologie. D'abord avec un rappel anatomique, hein, c'est quand même important. Vous savez que le système urinaire est constitué de deux reins. Nous avons deux reins qui sont situés dans les loges rénales et qui permettent l'écoulement des sécrétions à travers les urétères dans un sac qu'on appelle la vessie. De la vessie, nous pouvons éliminer cela à l'extérieur à travers un tube qu'on appelle urètre. Et l'ensemble, c'est le système aussi qu'on appelle urogénital, parce que la partie externe et l'ensemble, nous avons aussi des organes qui nous permettent de procréer, donc à la géné, qui nous permettent donc de nous générer. Et d'une façon générale, lorsqu'on parle des infections urinaires, on les distingue en infections des voies urinaires hautes. Les voies urinaires hautes, ce sont les voies, quand vous regardez la topographie du corps humain, qui intéresse donc le système urinaire au-dessus de la vessie. Et les infections urinaires basses, ce sont celles qui intéressent la vessie et en dessous. Donc, on a deux grands types d'infections urinaires. Les infections urinaires hautes, qui intéressent donc les reins, qu'on appelle en général pyélonéphrite, et les infections basses qui intéressent donc la cavité vésicale, qu'on appelle cystite. Ces infections sont très fréquentes chez les enfants et même chez les personnes âgées aussi, mais c'est surtout chez les jeunes. En pédiatrie, les infections urinaires sont parmi les causes les plus fréquentes de fièvre et de douleurs abdominales. Retenez ça quand vous recevez en consultation, surtout une petite fille, parce que les infections urinaires sont fréquentes, surtout chez les filles. Nous allons voir pourquoi, et qui va se manifester soit par de la fièvre, soit par des maux de ventre, ou encore après, nous verrons par d'autres signes. Par exemple, un enfant qui ne grandit pas normalement, qui ne prend pas le poids, il faut évoquer la possibilité d'une infection urinaire. C'est une pathologie très fréquente. Nous allons voir selon les pays, etc. Donc, il faut savoir la rechercher. Nous apprendrons à interroger les parents, à examiner le malade et aussi à retrouver les causes, en fait. Chez les adultes, parmi les causes, vous avez par exemple les patients diabétiques, comme vous savez que les femmes enceintes font facilement des infections urinaires. Et une des causes d'infection urinaire, c'est tout simplement, il y a un obstacle dans le flux, un obstacle dans le mouvement qui permet à ce que le liquide, qui est donc un liquide filtré par les reins, doit être éliminé. Lorsqu'il y a un obstacle, ça va être une raison pour provoquer une infection urinaire. Chez les personnes âgées aussi, hein, vous savez, par exemple, lorsqu'on a une grosse prostate, c'est une des causes d'infection urinaire. Lorsqu'on a ce qu'on appelle la vessie neurogène que nous avons vu en neurologie, une vessie qui se contracte un peu de trop et donc il ne sait pas se vider, on ne sait pas contrôler son vidange. Ça, ce sont des raisons qui peuvent expliquer qu'on a souvent des infections urinaires. Il y a une pathologie qui est fréquente, qui est à la base d'infections urinaires, c'est le diabète. Les petits-enfants diabétiques ont souvent des infections urinaires. N'oubliez pas, lorsqu'on a parlé de pipi au lit, donc énurésie, on a dit qu'attention, l'énurésie est parfois due à l'infection des voies urinaires. Donc, il faut savoir rechercher cela aussi chez les enfants, chez qui nous trouvons qu'il y a des infections urinaires. Alors, mon curseur,
pour faire passer mes diapos. Plop, 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 plop. Bon, là, je ne vois pas lequel encore, parce qu'il ne veut pas bouger. Alors, ce que je fais comme ça, voilà. Bon, j'ai su le faire passer autrement. Alors, d'une façon générale, la physiopathologie de l'infection urinaire, c'est donc l'implantation dans les voies urinaires de microbes. Les microbes que nous trouvons dans les voies urinaires, la majorité des cas, c'est l'Escherichia coli. Ça, au moins, vous devez retenir. L'Escherichia coli, c'est le microbe le plus souvent incriminé dans les infections urinaires. En dehors de l'Escherichia coli, pour plus de 80%, c'est lui qui est responsable. Vous avez le Proteus avec plusieurs sous-types. Hein. Et enfin, vous avez aussi le staphylocoque. Donc, ces trois types d'infections sont celles qui sont les plus fréquentes comme cause d'infection des voies urinaires. Mais il y en a d'autres. Il y a par exemple le gonocoque Neisseria, c'est la gonococcie qui est responsable de l'infection urogénitale. Vous avez le chlamydia ou encore le mycoplasma. L'infection urinaire advient selon plusieurs voies physiologiques. La voie la plus fréquente, c'est ce qu'on appelle la voie ascendante. Ça veut dire quoi? Que l'infection commence à partir des voies basses, elle va monter au-dessus et elle peut atteindre les reins. C'est la voie ascendante. Donc, cliniquement, le patient va présenter une cystite et puis plus tard, cette cystite peut se compliquer par l'infection des voies urinaires supérieures ou hautes, donc une pyélonéphrite. Mais la voie aussi qui est fréquente, c'est la voie hématogène, c'est-à-dire à travers le sang. Et ça advient, par exemple, lorsqu'on a un état septique, une septicémie, comme les microbes sont dans le sang. Et comme ils sont dans le sang, ça signifie qu'ils peuvent atteindre tous les organes. Et ça, c'est la voie hématogène. Enfin, la voie descendante, c'est par exemple, j'ai eu une infection des voies supérieures, hein, hautes, le candida, la salmonellose et tout, etc. Et à partir de là, je peux infecter le système urinaire. Et ça, on appelle une infection par la voie descendante. Les infections urinaires vont advenir selon la quantité de microbes, selon la taille de l'inoculum microbien que nous allons avoir. Ça va dépendre aussi de la virulence du microbe et ça va dépendre aussi de la défense de l'organisme. C'est ce qui explique la pathogénie de la cystite. Ici, vous voyez donc le gros sac qui est la vessie, l'urètre. On peut, la paroi vésicale, qu'on sait très bien voir, au niveau de l'échographie. Alors ça, c'est juste un exemple qui vous montre des microbes qui sont dans la vessie et qui sont responsables de l'infection urinaire. Ces microbes vont produire des facteurs, vont être responsables de l'inflammation. Et l'inflammation, ça signifie la production des cytokines inflammatoires parce que ces microbes ont agressé notre organisme. L'organisme va réagir en produisant des cytokines pro-inflammatoires comme le TNF-alpha, l'interleukine 6, interleukine 8, etc. Et ce sont des moyens de défense en fait, hein? Mais ces moyens de défense
peuvent ne pas suffire. Et donc, ce sont souvent les microbes qui vont adhérer à la muqueuse de la paroi vésicale, des microbes qui ont une capacité de se reproduire rapidement, malgré l'osmolarité qui est élevée et le pH qui est bas dans les urines. Ces microbes parviennent à se reproduire là-dedans facilement. Et alors, pour lutter contre cela, nous avons plusieurs mécanismes. Il faut éliminer les microbes. Et pour éliminer les microbes, qu'est-ce qu'on a? On va uriner souvent. C'est pour cela que lorsqu'on a une cystite, on est appelé à aller faire tout le temps pipi. Et ça, c'est un symptôme qu'il faut rechercher. L'enfant, la maman ne vous dira pas que l'enfant vient parce qu'il a une infection urinaire. Il dit, maman, docteur, je viens parce que cet enfant qui a plus de 5 ans, il commence à faire pipi tout le temps, même pendant la journée. Il dit, maman, pipi, pipi, je dois aller à la toilette. Maman, pipi, pipi, je dois aller à la toilette. Je ne sais pas, quelques-uns. Parce que aller à la toilette fréquemment, c'est une façon d'éliminer les microbes dans le flux urinaire. Donc, vous voyez que l'organisme a un moyen de se défendre. Et alors, il faut vider fréquemment la vessie, parce qu'une vessie qui ne se vide pas rapidement, le liquide va constituer un pouboulum, un milieu de culture pour ces microbes. Bon, normalement, la paroi vésicale a une activité bactéricide aussi. Et puis, nous sécrétons des protéines qui vont lutter contre l'agression, contre l'adhésion de ces microbes à la paroi vésicale. Alors, d'une façon générale, comment seront les signes cliniques lorsqu'on a une infection urinaire? On va distinguer les infections urinaires basses qui intéressent donc la vessie et la voie d'élimination vers l'extérieur, l'urètre, et les infections hautes. Dans les infections basses, celles qui sont les plus fréquentes, on aura souvent une fréquence de la miction qui va augmenter, avec parfois une urgence vésicale. L'urgence vésicale peut expliquer que l'enfant va dire « Maman, pipi, pipi », et puis le temps de l'amener à la toilette, il a déjà mouillé. Et ça va expliquer aussi pourquoi la nuit, il fait pipi. Et c'est là qu'il faut faire le diagnostic différentiel avec l'énurésie. Il va faire pipi la nuit, ce qu'on appelle une nocturie, parce qu'il doit éliminer souvent les urines. Et aussi, un autre symptôme qui est typique chez les petits-enfants, c'est qu'il faut interroger, est-ce que quand tu fais pipi, tu sens comme si ça brûle? Oui, ça brûle. Et les petites filles, maman va vous dire, l'enfant se gratte là en bas, à la région vulvaire aussi, parce qu'elle se gratte. Nous allons voir que parfois elle se gratte parce que c'est à la fois une vulvite. C'est pour ça, par exemple, les candidoses sont responsables d'infections urinaires qui descendent, qui partent de la région vulvaire ou de la région anale et ça va jusque dans la vessie. Les voies urinaires hautes, donc les infections urinaires hautes, seront caractérisées souvent par une douleur abdominale ou encore une douleur vertébrale. La douleur vertébrale, c'est au niveau des lombes. L'enfant peut dire « j'ai mal là-bas », il montre la main, une douleur dans les régions lombaires. Et ça, c'est une infection haute, mais aussi avec d'autres signes systémiques. Alors, c'est de la fièvre, c'est de la nausée, vomissement, maux de ventre, nausée, on vomit. Voilà, d'autres signes, parce que de l'infection urinaire, on peut passer aussi à une septicémie, et donc on a froid, on tremblote et tout, etc. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic? Je vais revenir sur le détail. Le diagnostic va se faire au moyen d'abord d'un prélèvement des urines.
Et là, retenez bien, je vais peut-être mettre ça au tableau. Le prélèvement des urines va se faire dans des conditions aseptiques. Éviter de contaminer les urines. Et comment allons-nous faire le prélèvement des urines? Le prélèvement des urines, nous sommes en pédiatrie. Chez les bébés, on va les faire au moyen de petits, ce qu'on appelle les sacs de prélèvement urinaire. Ce sont des petits sacs que l'on peut coller avec une partie qui colle autour de la région urogénitale. Chez les petites filles, on nettoie la région autour et ici, ça colle. Et là, il y a un trou dans le sac et avec un petit tube qui permet de récolter les urines. C'est un sac de récolte urinaire qu'on met dans la région urogénitale. On le place là-dessus. Ces sacs-là, malheureusement, ils sont un peu chers. Par exemple, chez les nouveau-nés, c'est ça qu'il faut utiliser. Et par principe, on les enlève après 3 heures. Si après 3 heures, l'enfant n'a pas uriné, hélas, le sac, le petit sachet urinaire, il sera vide. Mais il faut l'enlever. Mais allez, nous sommes dans notre milieu à nous. On sait que le petit bébé, après 3 à 4 heures, il va quand même faire pipi. Bon, écoutez, comme ça coûte cher, on laisse le sac jusqu'au moment où le bébé va faire pipi. Ça, c'est une solution de terrain parce que ça coûte cher, on n'a pas d'autres moyens. Bon, vous voyez bien le tableau, hein? Ça, c'est le sac urinaire qu'on va utiliser surtout chez les bébés. Il existe aussi, tiens, ce côté-ci, avec ce marqueur, ça ne marche pas très bien. Il existe aussi un autre système pour le prélèvement, c'est ce qu'on appelle les péniflots, qu'on utilise aussi même chez les adultes, chez les grands enfants. Le péniflot, ça va bien chez les petits garçons parce que ça prend pratiquement le pénis dans une espèce de petit tunnel comme un condom. Et comme ça, à l'extrémité de ce péniflot, il y a un tube et vous pouvez mettre le tube dans un sac pour récolter les urines. D'ailleurs, parfois, vous allez utiliser le péniflot lorsque vous voulez faire la diurèse. En néphrologie, c'est important de connaître la diurèse, donc connaître la quantité d'urine qu'émet l'enfant. Donc, vous pouvez utiliser le péniflot. Alors, l'autre moyen, c'est la récolte, ce qu'on appelle le mid-jet. C'est la récolte des urines au milieu du jet urinaire. Ça signifie quoi? Toute récolte d'urine, en général, est précédée par un soin d'hygiène de la région urogénitale, vulvogénitale. Il faut se nettoyer bien avant de récolter les urines. Ça signifie que vous laissez le petit enfant faire pipi, les premières gouttes, vous les laissez partir et vous allez prendre, vous savez qu'il va faire pipi pendant 1 minute ou 1 minute et demie, hein, le temps de vider sa petite vessie. Vous laissez passer les premières urines et vous allez prendre les urines au milieu du jet urinaire. Quand les premières gouttes sont parties, alors vous récoltez les urines. Souvent, on vous donne au laboratoire un pot stérile dans lequel vous allez récolter les urines du milieu. C'est important d'insister sur les urines du milieu. Pourquoi? Parce que les premières urines, lorsque vous regardez par exemple le petit garçon qui a un pénis et qui n'est pas circoncis, donc il y a le prépuce qui est là et qui est généralement un peu sale. D'ailleurs, parfois on trouve des sécrétions dedans. Si vous preniez le premier jet d'urine, vous allez prendre les saletés qu'il y a sur le prépuce. Et donc, vous pouvez avoir des signes comme s'il y avait une infection urinaire alors que c'était des staphylocoques de son environnement, de la peau et tout, etc. Par contre, dans le jet du milieu, il est généralement stérile. C'est celui-là qu'il faut prendre. Parfois,
on va prendre les dernières gouttes de la miction. Mais ça, c'est en médecine interne que vous aurez vu ou que vous allez voir ces petites nuances. Les premières gouttes de la miction, on les prend seulement dans une seule condition. Je vous en parle, même si c'est plus de la médecine interne, gynéco, la médecine des adultes, parce que lorsque on a la blénorrhée, blénorragie, il faut prendre les premières gouttes parce que c'est une infection qui intéresse l'urètre. C'est une urétrite et l'urétrite, ce sont les premières gouttes, les premières voies urinaires. Et donc, à ce moment-là, vous allez trouver dans les premières gouttes des urines, vous allez trouver les gonocoques. Donc ça, c'est une nuance. En pédiatrie, ce qui est important pour faire le diagnostic des infections urinaires, c'est de savoir récolter correctement les urines. Donc ça, c'est une chose que vous aurez tout le temps à l'examen parce que ce sont des notions pratiques. Autrement, votre examen des urines, il est faussé. Donc, on commence par faire une récolte correcte des urines. Et alors, lorsque vous récoltez ces urines, je vais être pratique, hein, c'est des notions pratiques, dans le service de pédiatrie, vous devez avoir ce qu'on appelle les bandelettes. Bandelettes ou tigettes urinaires. Et ça, j'insiste parce que lorsque vous serez seul à Kabeya Kamwanga ou encore à Kasumbalesa, vous devriez faire vous-même la suspicion d'infection urinaire. Alors, ces bandelettes, ce sont des tigettes. Ceux qui ont des parents diabétiques savent qu'ils ont des tigettes sur lesquelles il y a plusieurs bandes. Il y en a par exemple 8 dans une bandelette. Je vous donne le nom, Comburtest. C'est celles qui sont assez fréquentes dans notre milieu, Comburtest. Alors, vous prenez cette tigette, cette bandelette-là, vous la plongez complètement dans le flacon urinaire, donc dans les urines. Vos urines touchent toutes les bandes jusque-là. Vous les laissez généralement 30 secondes au plus 1 minute. Et puis, la bande, les bandelettes ont un tube, une boîte avec des références. Et sur la boîte avec des références, il y a des valeurs. Par exemple, c'est écrit nitrite, sucre, protéines, et puis par exemple, globule blanc, globule rouge, donc ça décrit du sang, ou bien encore hémoglobine. Alors, il y a des tigettes qui ont 4 valeurs, il y a des tigettes qui en ont 8, il y en a des tigettes qui en ont 12. Quand vous sortez votre tigette, vous comparez et vous lisez si la tigette qui correspond au nitrite, si c'est positif, vous dites positif. Le sucre, il peut vous donner des valeurs, il va vous dire 2 croix de sucre. Protéines, il peut vous dire 1 croix de protéines. Globule rouge, il peut dire 0. Globule blanc, 0, etc. C'est l'ensemble. Avec ceci, vous pouvez déjà interpréter pour dire qu'il y a un problème dans les urines. Par exemple, vous pouvez dire, oui, il y a une infection urinaire parce que les nitrites sont positifs. Nitrite positif, en général, c'est un signe d'infection urinaire avec la tigette ou la bandelette urinaire. Donc, à l'examen, on vous posera la question infection urinaire. Comment vous faites le diagnostic? Il faut commencer par parler de la récolte des urines dans des conditions aseptiques que nous avons vues là. Et puis, vous dites, je vais récolter les urines dans le service de pédiatrie ou à l'hôpital ou en ambulatoire. Je peux déjà mettre une partie dans un autre tube. Hein, donc, on vous a donné un petit pot, vous l'avez récolté, vous pouvez d'une façon stérile mettre une partie de l'urine dans un petit pot et vous mouillez avec la tigette là-dedans, votre tigette, et l'autre pot, vous l'envoyez au laboratoire pour faire ce qu'on appelle la culture.
Généralement, on dit on fait des CBU. Et donc, mais vous, dans le service, vous pouvez déjà voir s'il y a des signes qui vous orientent vers une infection urinaire. Ces signes, c'est quoi? C'est la présence des globules blancs, la présence du sang, globules rouges, ça peut être signe d'une infection urinaire haute ou encore basse parce qu'il y a du sang, et des nitrites. En général, lorsque vous avez des nitrites, ça signifie qu'il y a une infection bactérienne. Alors, les urines, sur certains bandelettes, vous allez voir aussi le pH des urines et la présence ou pas de nitrite positif ou négatif. Alors, il y a un autre examen qu'on fait aussi, ce sont les lames. Ce sont des lames, des lames de culture comme des lames qu'on utilise au microscope, mais qui ont un côté, c'est bien que vous le sachiez, un côté de la lame, vous savez, la lame a deux côtés, non? Du côté de la paume de la main et du côté du dos de la main. Un côté, sur ces lames, il y a un milieu de culture sur lequel poussent les grammes positifs, et l'autre côté, il y a un autre milieu de culture sur lesquels poussent les grammes négatifs. Et en général, on plonge cette lame de culture, en fait, dans les urines, et on garde cette lame dans le service de pédiatrie en incubation à 37 degrés, 40 degrés, dans un espèce d'incubateur, comme une couveuse, pendant 24-72 heures. Et on regarde, ça c'est important, c'est vraiment important, surtout pour ceux qui vivent dans un milieu éloigné, ils sont seuls. C'est important, après quelques jours, vous allez voir que sur la lame, par exemple du côté gram négatif, vous avez des petites colonies qui poussent, des petites colonies de bactéries qui poussent. Alors vous dites, tiens, j'ai eu la culture positive avec des bactéries gram négatifs qui ont poussé dans le gram négatif. Et alors, à ce moment-là, l'autre examen que l'on va faire, c'est l'examen microscopique avec la coloration de grammes. Et avec la coloration de grammes, vous avez vu que les microbes sont des grammes négatifs et vous allez identifier selon l'aspect physique du microbe, son mouvement et tout, vous allez dire que tiens, ce sont des microbes de type Escherichia coli. Bien, vous allez dire que ce sont des staphylocoques parce que vous allez trouver plusieurs microbes qui sont en amas, staphylocoques, etc. Donc ça, c'est un bon moyen que vous pourriez avoir pour faire votre diagnostic d'infection urinaire. Est-ce que c'est clair? J'ai 2 petites secondes d'interruption. Si vous avez des questions, mettez-les dans les chats et je suis à vous. Vous pouvez activer les micros pour voir s'il y a des choses qui arrivent. Alors, lorsqu'on utilise, c'est un batterie est faible.
Mais pourquoi je lui ai donné mon câble? Pourquoi est-ce que c'est bizarre, hein? Et attendez, là, mon niveau de batterie est faible. Branchez votre PC sur un secteur. C'est le secteur-là qui ne marche pas? Elle n'avait pas branché. Histoire de me dire, pas passer où elle avait mal. Qu'est-ce que je fais là? On doit changer de PC. Il ne charge pas. C'est bizarre. Pourquoi est-ce que mon truc là... Le mail n'est pas arrivé. Voilà. Nous avons repris l'enregistrement. Donc, je vous disais, lorsque vous faites cette culture avec ces moyens-là, on considère qu'une culture est positive lorsque vous avez 10 exposants enceintes de colonies de bactéries par millilitre, même si en général, on considère que généralement, on trouve aussi 10 exposants 4 de globules blancs par millilitre. Et à ce moment-là, on dit que cette culture est positive. Mais on compte aussi le nombre de bactéries. Lorsqu'on a plus de 20 bactéries par champ microscopique, on considère que ces bactéries-là sont responsables de l'infection urinaire. Au nord, on utilise aussi ce qu'on appelle un marqueur, l'estérase leucocytaire, qui nous permet de dire qu'il y a une infection urinaire. Lorsque vous avez une bactériurie, donc le taux de bactéries inférieur à 10 exposant 4 par millilitre, ce n'est pas nécessaire de traiter, ce n'est pas nécessaire de donner les antibiotiques, parce que pour que l'infection urinaire soit évidente, on a vu que ça dépendait de la virulence, ça dépendait aussi de l'entité de l'inoculum, donc la quantité de bactéries. Quand il n'y en a pas beaucoup, en général, on ne se préoccupe pas. Voilà, bon, on va continuer. Alors, comment est-ce qu'on traite les infections urinaires? La vidéo ne marche pas. Mais si voit l'écran, c'est important. Les infections urinaires, on les traite en fonction de la sévérité de l'infection. Ah oui, elle était fermée, la vidéo. En fonction de la sévérité, voilà, elle est activée, de la sévérité de l'infection, de la localisation de l'infection et de savoir aussi si c'est une infection compliquée ou pas. Ça, ce sont des détails importants. Attendez, ça devrait... Ah, voilà. Alors, il faut savoir si c'est une infection compliquée ou pas. L'infection des voies urinaires, elle est grave, elle est compliquée lorsqu'elle risque de s'étendre jusqu'au rein. Et c'est pour cela qu'il faut être prudent chez les hommes, les enfants, les femmes enceintes, les patients âgés, les porteurs d'un cathéter urinaire. Ah oui, ici, je vais vous dire une chose. Parmi les facteurs, je vais peut-être revenir dessus, me rappeler que je vous parle de l'infection urinaire chez le nourrisson. En général, ce sont les petites filles qui présentent ces infections. C'est OK maintenant. En général, ce sont les petites filles qui présentent ces infections à répétition
et qui diront, maman, j'ai mal au ventre, maman, quand elle doit faire pipi, ça brûle aussi. Alors, lorsque pour faire pipi, ça brûle, qu'est-ce qu'on fait? On a tendance parfois à ne pas pisser et à retenir les urines. Et donc, parfois, les petits patients qui ont des infections urinaires, quand vous les examinez, vous allez trouver la présence d'un globe vésical. Un globe vésical, hein, quand vous palpez, vous savez que quand vous percutez, à partir de la bulle gastrique, je descends vers le bas, je vais percevoir une matité qui va m'exprimer un globe vésical et parfois on peut même bien le palper. Le globe vésical peut être un signe qu'il y a une infection urinaire. Comme l'enfant dit quand je fais pipi, ça brûle, il retient les urines. Donc retenez cela, chez les petits enfants, c'est ce que vous pouvez avoir, une rétention des urines avec un globe vésical. Mais aussi, parmi les facteurs qui sont responsables des infections fréquentes des urines, c'est que chez la petite fille, quand on prend comme ceci, la voie anale est proche de la voie vaginale. Si ici, ce sont les selles qui sortent, là, chez la petite fille, la vulve, ce sont les urines qui sortent. Or, parfois les mamans, et ça c'est ça qu'il faut retenir, question pratique d'examen, nettoient les enfants en passant la main, en nettoyant, en passant la main dans ce sens-là. À partir des fesses, elle va vers la région vulvaire. Et ça, c'est une mauvaise pratique. Il ne faut pas nettoyer l'enfant en passant la main. Donc, si les fesses sont là et la région vulvaire est là, il ne faut pas faire comme ça, parce qu'en faisant comme ceci, on prend les germes, les candidats, des microbes, ce sont les candidats, ce sont des mycoses, des champignons. On les prend là, on les amène de la région vulvaire, et comme elle a les grandes lèvres, les petites lèvres, ça va entrer là-dessus, et c'est ça qui va coloniser la voie urinaire. Alors, vous vous étonnez que cet enfant a tout le temps des infections, tout simplement, c'est un nourrisson parce que la maman la nettoie pas correctement. Par contre, la voie qu'il faut conseiller, c'est de la région vulvaire vers la région anale. Ça, c'est la voie qu'on conseille pour nettoyer les petites filles. Donc, retenez bien cela. Une autre cause d'infection urinaire, c'est des parasites, les petits parasites qu'on appelle oxyures. L'oxyrose, vous avez probablement vu ça. L'oxyrose, c'est une des causes fréquentes d'infection urinaire à répétition. Pourquoi? Parce que les oxyures, ce sont des petits parasites qui vont sortir la nuit et qui vont provoquer le prurit. L'enfant va se gratter autour de son pépette et ces parasites, ces petits microbes-là, comme ici, c'est la petite fille, la région périanale est proche de la région vulvaire. L'enfant qui se gratte, elle va se gratter comme ça, et donc elle peut transmettre, et en se grattant, elle va provoquer des petites lésions, elle va donc transmettre les microbes de la région anale vers la région vulvaire, et elle peut avoir souvent des infections urinaires. C'est pour cela, quand vous recherchez les infections urinaires chez les enfants, vous devez aussi déparasiter parfois les petites filles parce que ce sont les oxyures. Et les oxyures, le diagnostic de l'oxyrose n'est pas facile parce qu'il faut faire ce qu'on appelle le patch test. Vous prenez une espèce de papier collant, vous mettez autour de l'anus chez l'enfant qui dort et le lendemain matin, vous enlevez le papier collant et vous allez retrouver alors les œufs des oxyures au niveau du papier collant déjà à l'examen direct. C'est ce qu'on appelle le patch test. Retenez ça. Ça, c'est des questions à trappe qu'on va vous donner au jury. Le patch test pour faire le diagnostic de l'oxyrose ou oxyrase, qui est une des causes qui favorise les infections urinaires chez les petits-enfants. Une autre cause d'infection urinaire qui favorise, c'est, moi personnellement, je n'aime pas beaucoup,
c'est l'utilisation des cathéters urinaires. Voilà, avec un ballonnet ou pas. Que vous mettez dans la vessie. Vous savez, mettre un cathéter urinaire dans la vessie, c'est quand même un corps étranger. Et alors, si vous gardez longtemps ce cathéter urinaire dans la vessie, c'est un corps étranger qui amène quand même des microbes. Donc, n'oubliez pas, c'est les malades en coma qui fait de la pierre. Vous me demandez pourquoi il fait de la pierre. C'est pour ça qu'on retire les cathéters, on les envoie en culture aussi pour voir si le microbe responsable de la fièvre chez l'enfant, ce n'était pas un microbe qui était lié au cathéter. Le traitement en général, comme ce sont des bactéries, c'est des antibiotiques. Soit ce sont des pénicillinés, aminopénicilline. Mais oui, avant d'utiliser les antibiotiques, en général, lorsqu'on fait la culture des urines, on demande aussi l'antibiogramme. Antibiogramme. L'antibiogramme qui va vous permettre de savoir que le microbe, l'Escherichia coli qu'on a trouvé, il est sensible à quoi? Il est sensible aux pénicillinés, aux sulfamidés ou encore aux fluoroquinolones. Oui, vous pouvez l'envoyer dans l'adresse. Ok, il est encore. Merci. Ou encore les quinolones. Voilà, ce sont les catégories de médicaments qu'on utilise encore. Ou encore le nitranfurantoïne qu'on utilise. Enfin bon, il y a toute une série d'antibiotiques que vous avez probablement déjà vus. Alors, lorsque vous avez une infection sévère, les infections urinaires hautes, donc en deux mots, les pyélonéphrite, sont toujours considérées comme des infections sévères. Lorsque vous avez des grammes négatifs, on utilise les sulfamidés, le Bactrim, les fluoroquinolones ou encore les bêta-lactames avec des inhibiteurs de la bêta-lactase. Lorsque ce sont des grammes positifs, à ce moment-là, vous pouvez utiliser les pénicillinés type ampicilline, amoxicilline, augmentin, etc. En cas d'infection sévère, en général, on fait une bithérapie. On ajoute alors les aminosides. Les aminosides, vous rajoutez ce que vous avez dans votre service. Et en général, ça marche bien. Donc, il faut vraiment retenir, soit vous ajoutez aussi les céphalosporines à large spectre, ou encore les inhibiteurs de la bêta-lactase. Et donc, vous pouvez utiliser, on va dire, comment ça s'appelle encore? Vous pouvez par exemple utiliser, ce qu'on utilise souvent, c'est la gentamicine, qui est une aminoglycoside, que vous associez avec l'ampicilline ou avec l'amoxicilline, etc., pour que vous ayez un vaste spectre d'action. Et si nécessaire, quand vous avez des infections sévères, comme avec le pseudomonas et tout, etc., il faut hospitaliser le malade. Surtout en cas de pyélonéphrite. Nous allons voir probablement, oui, nous allons voir quand même dans le cours de néphrologie les complications liées à la pyélonéphrite. Et donc ça, c'est vraiment important de retenir cela en ce qui concerne les infections urinaires. Alors ça, ce sont les généralités que nous avons vues sur les infections urinaires, au cours desquelles je vous ai relevé les particularités qu'on a chez les nourrissons. Et je voudrais bien reparcourir maintenant d'autres aspects typiques en pédiatrie. Alors, je continue d'abord et puis après, je vous laisserai poser des questions. Alors, les infections urinaires, vous savez, en pédiatrie, s'accompagnent parfois d'un... Tiens, le partage d'écran, oui, je n'ai pas besoin de partager l'écran parce que je n'ai pas de diapo pour le moment, donc ce n'est pas grave, vous n'avez qu'à suivre. Les infections urinaires se partagent parfois, se manifestent parfois tout simplement par des difficultés de croissance de l'enfant, de la prise de poids de l'enfant.
Ça, c'est important que vous puissiez retenir cela parce que parmi les facteurs de déficit de croissance de l'enfant, retenez-le, il y a les infections urinaires. Alors, lorsque vous avez un enfant qui ne grandit pas facilement parce qu'il a des infections urinaires fréquentes, qu'est-ce que vous devez faire? Donc ça, je le mets au tableau. C'est juste pour rappeler que c'est un signe important. Retard de croissance. Retard de croissance. Et de gain pondéral. Gain pondéral. Ça, ce sont des signes aussi qu'il faut rechercher et qui peuvent être causés par des infections urinaires à répétition. C'est un enfant qui ne gagne pas de poids. C'est un enfant qui ne grandit pas bien. Et généralement, dans ces cas-ci, il faut rechercher aussi ce qu'on appelle les anomalies des voies urinaires. Alors, parmi les anomalies des voies urinaires, il y a une que vous avez recherchée, c'est le petit garçon. C'est ce qu'on appelle la valve urétrale postérieure. Ça, c'est important. Pourquoi? Cette valve va ralentir le flux des urines vers l'extérieur et donc l'enfant aura tendance à avoir un globe vésical et dans le globe vésical, l'urine va stagner. La stagnation, c'est un bon critère, c'est un bon milieu pour que les microbes puissent pulluler là-dedans. Et les microbes vont se reproduire dans les urines qui stagnent. Et la valve de l'urètre postérieur se manifeste par un signe important. C'est pour ça qu'en pédiatrie, on regarde le jet urinaire. Normalement, le jet urinaire chez un enfant qui est bien, c'est un jet qui va aller par exemple jusque là. Mais quand l'enfant a une valve urétrale postérieure, les urines vont couler avec une faible force pratiquement le long de la paroi, le long de ses jambes, de ses cuisses. Ça, c'est un signe. Et puis, le flux n'est pas fort. Le flux, il est ralenti. C'est un signe de l'existence d'une valve urétrale postérieure. Retenez cela parmi les malformations. Après, il y a les autres malformations qu'on appelle les incontinences urétro-vésicales. Donc, entre l'endroit où les urétères entrent dans la vessie, il y a un sac là, il y a une incontinence parce qu'ici, normalement, il y a une espèce de barrière, hein, de muscle qui permet à ce que ça entre, mais que ça ne sorte pas. Quand il y a une incontinence à ce niveau-là, il y a donc un reflux des urines. Les urines vont remonter dans l'urétère et donc ça peut se répercuter aussi au niveau du rein, par exemple par l'hydronéphrose. Vous allez avoir beaucoup de liquide dans le rein. Alors ceci advient soit parce qu'il y a un problème ici de reflux de ce niveau-là, ou encore parfois parce qu'il y a un obstacle. Et les obstacles, c'est une lithiase. Donc, il faut rechercher, exclure la présence de lithiase chez un enfant qui a tout le temps des infections urinaires. Ou encore, si vous ne trouvez pas une lithiase, ce sont des petits vaisseaux anormaux, une artère qui chevauche l'urétère et qui le comprime. Et donc, il y aura une stase et les urines vont se cumuler dans le rein et provoquer l'hydronéphrose. Ça, ce sont des choses que vous avez vues, que vous allez voir en neurologie ou en chirurgie pédiatrique, mais ce sont des facteurs qui sont responsables de l'infection urinaire. Comme je vous ai dit la fois passée aussi, n'oubliez pas que le calcul que j'ai dit dans les voies urinaires, parfois, comme on a dit la fois passée, hein, je vous l'ai dit que c'est au cours de la bilharziose, vous pouvez voir un gros calcul dans la vessie et qui peut, je vous ai donné l'exemple d'un enfant que j'avais connu au Katanga et qui peut être responsable
de l'infection urinaire. Donc, c'est important que vous reteniez cela. Les infections urinaires, c'est fréquent chez les petites filles. Ça peut se manifester de plusieurs façons. Elle ne grandit pas de poids, elle ne grandit pas de trucs. Il faut exclure les malformations, etc. Donc, ça, c'est vraiment important. Ce sont des critères que vous devriez rechercher pour exclure ces infections chez les petits-enfants. Alors, je vais... Non, je ne vais pas encore partager parce que ça, oui, maintenant je vais partager parce que je vais leur montrer un autre aspect pour répéter ce que nous venons de voir comme ça. Mais là, maintenant, c'est la pédiatrie. On va partager. Oui. Alors maintenant, je partage l'écran. Monsieur Valéry. Je suis en train de donner un cours. Voilà, celui-là. Ouais. Est-ce que vous voyez mon écran? Vous pouvez me répondre dans le chat. Attendez. OK, quelqu'un a dit oui. Parfait. Vous voyez l'écran, hein? C'est parfait. Alors maintenant, nous allons reprendre rapidement l'infection urinaire en pédiatrie. Donc, comme vous voyez, ce que vous voyez ici, vous, c'est la même chose que les étudiants au Canada, en France ont vu. Avec les bases que je vous ai données, vous n'aurez pas de difficulté parce que maintenant, c'est une répétition, mais une répétition rapide. Hop là, mon truc ne semble pas trop y aller. Parce que ça sera rapide. Je vais parcourir rapidement mes diapos avec ma télécommande. Voilà. Comme ça, à 13 h, on aura fini cette partie. Alors, donc là, vous voyez qu'il faut revoir les concepts qui concernent l'infection urinaire. En pédiatrie, on doit connaître le diagnostic, le traitement et son évaluation. Les infections urinaires, on a dit, elles sont fréquentes, surtout avant l'âge de 7 ans, où il y a 8% des filles qui sont infectées. Ça, c'est les données de l'Europe, hein, du Nord. Et l'infection bactérienne la plus commune advient chez les enfants de moins de 3 mois. Et 5% des nourrissons fébriles ont une infection urinaire. Alors, c'est un potentiel morbide que l'on tente de prévenir. Ah oui, j'oubliais de dire, parce que quand vous avez tout le temps des infections urinaires, il y aura des cicatrices au niveau du rein. Vous vous rappelez sur le tableau, ces cicatrices au niveau du rein vont être responsables, par exemple, de l'hypertension. Alors, on s'étonne que cette petite fille, elle a fait tout le temps des infections urinaires quand elle était petite. Elle va se marier à 20 ans. Elle est enceinte et elle fait de l'hypertension. Elle fait de la gestose, tout simplement parce que le rein était déjà un rein qui souffrait. Voici un cas clinique. Vous recevez en urgence une petite fille de 6 ans avec un brûlement mictionnel. L'examen physique est normal. L'analyse des urines montre qu'il y a 5 à 15 globules blancs par champ. Les nitrites sont négatifs. Est-ce que c'est une infection urinaire a priori? Qui répond? Bon, a priori, non, puisqu'on a donné les critères qu'on devait avoir un certain nombre de globules blancs par millilitre ou par champ, et que les nitrites négatifs en général ne signifient pas la présence des bactéries. Mais attention, en général, les urines, les examens urinaires, on ne fait pas un seul examen
souvent, il faut répéter les examens. Répéter les examens. Donc, on analyse ce cas, patient de 2 mois, qui a déjà fait une infection urinaire dans le passé. Vous appréciez aussi l'odeur. Et l'odeur des urines, c'est la maman qui dit, ces odeurs-là, ça a une drôle d'odeur. Vous mettez la bandelette, elle est positive. Vous faites la culture des urines avec un sac urinaire positif. Est-ce que ce patient a une infection urinaire? Oui, cette petite fille de 2 mois, elle a une infection urinaire. Alors, vous avez un diagnostic présumé d'infection urinaire qui va se poser sur la symptomatologie compatible avec une infection urinaire en général et avec une analyse d'urine positive. Donc, pour être pratique, c'est vraiment ça, ce sont des cas pratiques. Hein. Vous voyez que vous avez reçu un petit malade, vous avez la tigette urinaire dans votre cabinet de consultation ou à l'hôpital, vous avez les nitrites qui sont positifs, l'enfant disait qu'il avait mal au ventre ou qu'il brûlait, sentait que ça brûlait quand il faisait pipi, ou quand c'est un petit nourrisson, il peut être agité tout le temps, il peut avoir un retard de gain pondéral, ou bien il vomit, il ne mange pas bien, il perd l'appétit. Chez les nourrissons, vous recherchez des infections urinaires. Alors, le diagnostic, la présentation clinique, en général, vous avez des symptômes généraux, c'est la fièvre. Je vous ai dit un enfant qui est irrité, il a un retard de croissance, parfois il peut être ictérique. Alors, vous avez des symptômes propres aux voies urinaires, c'est la douleur ou la miction lorsqu'on fait pipi. Et en plus, envie d'aller faire pipi tout de suite en urgence, pipi, 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 on doit courir. La fréquence des urines est augmentée. Mais parfois, on a ce qu'on appelle l'incontinence. C'est l'enfant qui ne contrôle pas ses urines, qui va à l'école et qui rentre à la maison avec la culotte mouillée. La maman va vous dire aussi, bah, je sens que les odeurs des urines, ça a changé. N'oubliez pas ce que je vous ai dit, lorsque vous avez du sang dans les urines, c'est toujours un mauvais signe, c'est le signe d'une infection sévère. Et lorsque vous avez la douleur à la loge rénale, ce n'est pas devant, c'est derrière, le long des vertèbres. L'enfant qui vous dit, c'est comme si j'ai mal au dos, mais il vous montre à la main, il vous montre la légion rénale. Et ça, c'est un signe d'une infection urinaire des voies hautes, pyélonéphrite. Et parfois, vous avez des symptômes digestifs, soit des douleurs abdominales, vomissements, diarrhée. OK? Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver. Je vous l'ai dit tantôt que le diagnostic, on fait avec des tigettes. La tigette qui peut montrer les nitrites positifs, la présence de globules blancs et la présence de bactéries. Mais je vous ai dit aussi que dans certains pays, on a ce qu'on appelle l'estérase leucocytaire. Ben, ces tests-là, rien que ces tests-là peuvent vous orienter vers une infection urinaire. Mais ce n'est pas parce que le test, la bandelette, elle est négative qu'on n'a pas une infection urinaire. C'est pour ça que je vous ai dit, l'infection urinaire, il faut répéter les examens. On ne le fait pas seulement une seule fois. Le diagnostic se confirme lorsque, dans une culture d'urine fiable, on a aussi une réponse positive par la présence de bactéries. Une culture d'urine fiable, c'est une culture qu'on fait chez un enfant, par exemple, avec un cathétérisme ou une fonction suspubienne. Alors, je vais vous montrer la fonction suspubienne parce que parfois, ce qu'il faut faire, c'est que l'enfant, pour avoir un prélèvement des urines stériles, soit, souvent ça se fait aussi chez les nourrissons, alors, le ventre, dos, la vessie est ici, quand elle a des urines, elle va jusque là. Et alors, chez les petits-enfants, parfois, et ici, c'est le pubis, l'os, le pubis. Alors, la ponction vésicale pour récolter les urines se fait
dans des conditions stériles à quelques millimètres au-dessus du pubis. Souvent, c'est 1 à 2 travers de doigts au-dessus de l'os qu'on appelle pubis. On pique directement dedans. Comme ça, on aspire directement les urines. C'est la fonction suspubienne. Mais il faut qu'il y ait des urines dans la vessie. Parce que lorsqu'elle est vide, vous n'aurez pas les urines et en plus, vous pouvez aller léser les autres organes. Voilà un autre moyen. Et l'autre moyen pour avoir les urines dans l'adulte, c'est de passer par l'urètre avec une canule. Donc, c'est le cathéter vésical. Et donc, vous allez récolter les urines, soit par cathé, soit par ponction suspubienne. Deux manières de récolter les urines de manière stérile. Par exemple, lorsque vous avez un patient en coma, et donc vous ne savez pas le faire. Mais chez un enfant qui sait contrôler ses urines, il faut les récolter par ce qu'on appelait le mid-jet. Le mi-jet, les urines au milieu de la miction. Les résultats positifs dans le sac de récolte très souvent sont dus à une contamination. Rappelez-vous, je vous ai dit que le sac de récolte des urines, on ne le garde pas au-delà de 3 heures chez les nourrissons. Et donc, il faut savoir que si c'est resté longtemps, j'aurai des microbes qui viennent de l'environnement et qui vont être pris en compte comme si c'était des microbes qui étaient dans les urines. Donc, les symptômes pour le diagnostic, il faut les plaintes, les symptômes, les signes et une culture négative pour pouvoir faire un véritable diagnostic d'infection urinaire, à l'exception de quelques situations où les symptômes sans culture d'urine positive, parce que la petite fille se gratte la région vulvaire, c'est-à-dire elle a une vulvite, ou bien elle a une urétrite, ou bien encore parce qu'elle a une infection urinaire virale. Mais dans notre milieu, parfois les infections urinaires que l'on a, pensez-y, hein, je ne l'ai pas dit, c'est Candida. C'est la candidose. Candida, vous voyez souvent dans la région vulvaire, la maman vous dit il y a des taches blanchâtres et chez les petites filles, vous allez voir des petites lésions, la peau, enfin c'est une mycose hein, dans la région vulvaire et parfois aussi dans la région anale. Et donc ça, ce sont des candidats. Candida albicans. C'est un champignon, c'est une levure qui est peut-être responsable justement d'une candidose urinaire, surtout chez les patients qui sont immuno-incompétents. Vous pouvez avoir d'autres cas où la culture d'urine positive est sans symptômes. Oui, soit il s'agit d'une contamination des urines, ou encore, parfois, vous avez une bactériurie asymptomatique. Le patient ne se plaint pas, il ne montre pas les signes de l'infection urinaire. Évidemment, quand vous avez un patient qui a un retard mental, quand vous avez un patient qui est en coma, il ne va pas se plaindre. Hein? Et donc voilà. Ici, c'est juste pour vous montrer que les risques d'infection urinaire, lorsque vous faites avec une ponction suspubienne, le diagnostic est bien fait parce qu'il n'est pas contaminé, mais quand vous faites avec le cathéter, il peut être contaminé. Bon, la méthode à miction en moitié, bon, on a vu des différences chez les garçons et chez les filles, enfin ça, je vous épargne. Alors, parfois, devant une infection urinaire, vous vous rappelez ce que je vous ai dit sur le petit garçon qui a le jet urinaire avec des urines qui coulent le long de la cuisse au lieu d'avoir un jet urinaire qui va loin. Donc, la force du jet urinaire est un bon critère pour dire, tiens, ici, je suspecte quoi? Par exemple, je suspecte une valve de l'urètre postérieur. Alors, dans ce cas-là, on va recourir à l'imagerie. Et un des moyens, une des approches de l'imagerie qui est facile, qui ne coûte pas cher, qui n'est pas invasive, c'est l'échographie rénale et vésicale. À l'échographie rénale et vésicale, vous allez observer d'abord dans la cavité vésicale s'il y a des urines.
En général, à l'échographie, les urines qui ne sont pas infectées, à l'échographie, on dit, on va voir, dans les urines, c'est anéchoïque, c'est noir. Anéchoïque, il n'y a pas des échos. Anéchoïque, parce que c'est un liquide anéchoïque. Si je vous en parle, parce que je pense que l'échographie aujourd'hui est devenue un outil utile pour le clinicien, comme le stéthoscope. L'échographie ne sert pas qu'aux radiologues. L'échographie est un outil important pour diagnostiquer beaucoup de pathologies. Et vous savez que même dans notre programme des soins de santé primaire, on a installé des appareils d'échographie dans les CPN où il n'y a pas de médecin. Ce sont les infirmières avec l'appareil d'échographie et peut savoir que c'est une grossesse gemellaire ou pas. Elle peut identifier la présence d'un placenta prévien. Elle peut aussi dire qu'il y a un mort-né. Donc déjà, rien que ces gestes-là permettent de mieux assurer le suivi des femmes enceintes. Alors, je vous disais à l'échographie, dans une vessie normale, où il n'y a pas d'infection, c'est noir. On dit anéchoïque. Mais lorsqu'il y a, par exemple, une infection, on va trouver des débris. Bon, les radiologues vont dire, on trouve des zones échoïques, des zones on voit comme s'il y a de la turbulence, comme s'il y a des choses qui flottent dans les urines à l'échographie. Et ça signifie les urines. D'ailleurs, l'aspect des urines lors d'une infection, on dit que les urines sont, ça c'est important, hein, n'oubliez pas, en médecine, la sémiologie c'est important. Les urines sont troubles. Quand les urines sont troubles, on dirait qu'il y a des flocons, des choses qui flottent dans le liquide. Donc, l'imagerie peut vous aider. Parfois, l'imagerie va vous dire que j'ai la paroi vésicale épaissie. L'épaississement de la paroi vésicale, c'est un signe d'inflammation. Et donc, on peut vous dire paroi vésicale épaissie, ça peut expliquer justement une infection urinaire, surtout lorsqu'il s'agit d'une infection urinaire chronique. Et puis, donc, vous pouvez aussi avoir à l'échographie, maintenant là, c'est chez les petits garçons, vous allez voir que au-delà de l'urètre, vous allez voir que les voies urinaires sont dilatées, c'est gros, et jusqu'au niveau du rein, vous allez voir que le rein, par exemple, il y a du liquide dans le rein. Donc, vous allez voir tout ceci qui est noirâtre, une zone échoïque. Donc, vous allez avoir hydronéphrose. Et ceci aussi peut être plein de liquide jusqu'au moment où vous trouvez l'obstacle qui est une valve urétrale postérieure. Ça, c'est important. Hein? Ce sont des anomalies qu'on trouve chez les petits garçons. C'est important et il fait tout le temps des infections urinaires. Donc, vous voyez qu'avec la sonde d'échographie, vous pouvez identifier ces problèmes. Alors, parfois aussi, l'examen qu'on va demander, c'est l'urocystographie. Donc, c'est un moyen de contraste. L'urocystographie, on va mettre en contraste tous les mois qu'on va utiliser et qui va nous permettre de voir l'image du système urinaire. Mais aussi, dans le temps, ce qu'on faisait, c'est l'abdomen à blanc. À l'abdomen à blanc, dans les infections urinaires, vous pouvez relever l'existence de plusieurs choses. Si vous faites un abdomen à blanc, vous pouvez voir qu'il y a des calcifications, donc lithiase. C'est important. C'est un moyen d'identifier déjà qu'il y a une lithiase des voies urinaires qui peuvent être responsables justement de l'infection urinaire récurrente à répétition. L'abdomen à blanc, parfois aussi, peut vous montrer, bon, là, il faut être un bon radiologue hein, ou bien un clinicien bien entraîné. Le profil de l'abdomen à blanc. L'abdomen à blanc se prend face et profil. Parce que dans le profil,
vous pouvez voir l'ombre rénale. Bon, ça, c'est vraiment pour les radiologues, l'ombre rénale qui est ratatinée ou qui a changé. D'ailleurs, c'est un des signes importants, même pour identifier les pathologies tumorales qui intéressent le système urinaire. Alors, autre chose qu'on utilise, c'est la scintigraphie. La scintigraphie qui va mettre en évidence, en fait, les voies urinaires. Le traitement. Quand on doute qu'il y a une infection urinaire et qu'on s'est dit, cette petite fille qui vient, elle se plaint, elle dit qu'elle a mal au ventre, elle ne grandit pas bien, elle ne grossit pas. La maman dit, elle fait souvent des fièvres, mais bon, j'ai envoyé au laboratoire, ils ne trouvent rien et tout. C'est mieux de dire, je traite une suspicion d'infection urinaire. En pédiatrie, on ne traîne pas parce que l'infection urinaire compliquée aura des conséquences même sur l'avenir du patient. On n'a que 2 reins. Quand vous perdez un rein, ça devient très délicat. Et donc, il faut préserver des organes nobles. Et l'organe noble ici, ce sont les reins. Quand vous suspectez une infection urinaire, traitez. C'est mieux de traiter que de dire non, je n'ai pas la preuve. Non, traitez. Ça s'appelle traitement de présomption. C'est pendant au moins 5 jours. Hein. C'est parce que les infections urinaires, ça se traite dans un délai assez court, hein, que 5 et 7 jours. Hein. Alors, quand c'est une pyélonéphrite, une infection beaucoup plus grave, là, le traitement, c'est au moins 10 jours. C'est entre 10 et 15 jours. Et parfois avec des répétitions de traitement. Et parfois même, on met des antibiotiques en prophylaxie à prendre chaque mois pour éviter des complications qui sont dues aux infections urinaires sévères. Donc, le traitement va varier principalement selon l'âge du patient, selon la localisation de l'infection. La pyélonéphrite aiguë, c'est toujours une infection grave avec fièvre, avec douleur à la loge rénale. La cystite, en général, vous n'avez pas ça. La petite fille qui a une cystite à répétition peut ne pas avoir de la fièvre. C'est pour ça que je vous disais, un des signes, c'est qu'elle ne grossit pas. Le traitement. La cystite, en général, ce sont des antibiotiques, c'est un traitement empirique. Hein. Selon les résistances, les résultats que vous avez au laboratoire, les médicaments qui marchent bien, ce sont les pénicillinés, l'amoxicilline, l'augmentin, la céphaloxine, céfixime, nutrofurantoïne et les sulfamidés, Bactrim. Après, vous avez des antibiotiques selon la résistance, hein, selon le type de microbe que le laborantin vous donnera. Hein. La durée, comme je l'ai dit tantôt, c'est minimum 5 jours, c'est 5 à 7 jours en général. Quand il s'agit d'une infection haute, pyélonéphrite aiguë et donc grave, il faut commencer un traitement par la voie intraveineuse. Pas dire, tiens, voilà, je t'ai donné ces antibiotiques, va prendre ça à la maison. Non, la pyélonéphrite, vous savez qu'est-ce que c'est le signe de Morgagni? Le signe de Morgagni, c'est quand le patient se plaint de douleur au niveau lombaire et qu'à l'examen clinique, vous tapez sur les côtés comme ça et il fait « aïe ». Ça suscite une douleur. C'est un signe, le signe de Morgagni, c'est un signe qui montre qu'il y a une probable pyélonéphrite. Quand vous avez ça chez un adolescent qui fait « aïe », etc., commencez un traitement par la voie intraveineuse. C'est une suspicion de pyélonéphrite aiguë. Quels sont les antibiotiques en général en milieu urbain, enfin en milieu intra-hospitalier, c'est toujours une bithérapie, bi-antibiothérapie, un pénicilliné plus l'aminoside. Souvent, c'est l'ampi-janta. Si ce n'est pas l'ampi, c'est clamoxy-janta. Ou bien c'est le claforan-janta. Ou bien la kanamycine. Enfin, là, vous avez tous vos choix. Hein. Après, lorsque vous commencez le traitement par la voie intraveineuse, il peut continuer après, lorsqu'il part à la maison, avec la voie orale. Vous lui donnez donc l'augmentin et vous pouvez dire il a reçu la gentamicine pendant 1 semaine, c'est bon.
Et parfois, il faut recourir à d'autres médicaments, mais c'est rare hein, que vous devez recourir, par exemple, au clavulidé. La pyélonéphrite aiguë, il faut dire que maintenant, est-ce qu'il faut hospitaliser le malade? Bon, tout dépend. S'il fait de la fièvre, il va mal, c'est mieux de l'hospitaliser. Ou bien alors, vous lui dites, vous venez chaque jour, s'il habite près de la maison, on vous donne vos injections par la voie intraveineuse, ou bien c'est l'infirmière qui passe à la maison, mais vous devez l'évaluer beaucoup plus fréquemment que quand c'est un traitement simple. La pyélonéphrite, quand c'est un traitement par la voie orale, hein, quand il n'a plus de fièvre, bon, on s'inquiète de toute façon si les fièvres perdurent malgré le traitement antibiotique après 72 heures. Parfois, ça signifie qu'il faut voir s'il n'y a pas des abcès. Hein. Oui, je vous ai oublié de vous dire, en dehors de la pyélonéphrite, parfois c'est du pus. Alors là, ça s'appelle un abcès rénal que vous pourriez avoir. Et à ce moment-là, il faut faire l'imagerie. Le traitement total, en tout cas pour la pyélonéphrite, retenez, c'est minimum 10 jours. Pour moi, c'est le minimum. Il faut aller à 15 jours. Après, il faut continuer à interroger correctement la famille, les patients, pour voir s'il y a d'autres facteurs. Par exemple, il urine quand? Ah, il urine que la nuit. Ou bien il urine, non pas seulement il urine souvent, mais il urine aussi beaucoup de liquide. S'il urine beaucoup, vous pensez à quelle pathologie endocrinienne? La quantité qui a augmenté en urine. Il faut penser au diabète. N'oubliez pas ça, le diabète juvénile. Les enfants sont aussi diabétiques. Alors, vous allez rechercher la constipation. La constipation, c'est une des causes fréquentes d'infection urinaire parce que le rectum se trouve, on va dire, ça c'est ma vessie, juste derrière le rectum. Chez les hommes, vous avez la prostate. Lorsqu'elle est hypertrophiée, elle va donc réduire aussi le volume de la vessie. Mais lorsque dans le rectum, par exemple, dans le mégacolon pathologique que vous avez vu en chirurgie pédiatrique, il y a beaucoup de selles qui se cumulent ici, qui stagnent dans le rectum. Ça va diminuer aussi le volume de la vessie. Et donc, la constipation est une des causes fréquentes d'infection urinaire chez les enfants. Et c'est pour cela qu'il faut éviter que les enfants soient constipés. Je vous ai dit aussi qu'il faut rechercher des petites malformations. Le phimosis, parlons-en. Le phimosis, moi, mon expérience personnelle m'a montré que le phimosis est une pathologie très fréquente chez nous. Vous savez ce que c'est le phimosis? Le phimosis, c'est lorsque vous prenez, je vais effacer, si ça s'efface. Le phimosis, c'est lorsque vous prenez le petit pénis de l'enfant à la naissance. Moi, j'examine toujours ça. L'enfant qui va naître, là, c'est le pénis, et là, ce sont les bourses. Hein. Et à l'extrémité du pénis, il y a le prépuce, hein, la membrane là. Glande là. Eh bien, cette membrane-ci, normalement, quand on n'est pas circoncis, elle couvre un peu la glande, elle peut être décalotée. C'est le terme qu'on utilise, hein, décalotée. Mais chez les enfants qui ont le phimosis, cette membrane-là, elle est serrée. Vous allez voir que le petit enfant, hein, c'est serré par cette membrane. Le gland est là, c'est serré. Donc, il n'y a que peu de liquides qui peuvent sortir. Comme c'est serré là, c'est ça qui peut être la cause de rétention urinaire et l'enfant peut présenter des infections urinaires fréquemment. Chez nous, on a un avantage, c'est que les petits garçons, je peux dire que les phimosis, moi, je les vois chez plus de 60% de nouveau-nés hein, qui ont le phimosis. Chez nous, on a une culture qui est la circoncision. C'est pourquoi, enfin, moi, personnellement, je ne suis pas juif, hein, mais je recommande la circoncision parce qu'une bonne partie de nos enfants présentent le phimosis. Et le phimosis, c'est un des facteurs qui est responsable des infections urinaires. Alors, vous avez la vessie neurogène, c'est quand, par exemple, vous avez un malade avec l'infirmité motrice, hein,
un petit patient avec infirmité motrice, hein, il est, etc., il a une vessie neurogène, donc c'est là, elle sera facilement susceptible de faire l'objet d'infections urinaires. Alors, il y a aussi une autre chose, les activités sexuelles. Surtout chez les petits-enfants, c'est les abus sexuels. Hein, il faut y penser. Il faut y penser qu'une petite fille, etc., bon, il faut exclure cela. Vous vous rappelez, je vous ai dit aussi tantôt, en parlant d'imagerie, lorsque je vous ai dit qu'il y a des reflux vésico-urétérales. C'est une des causes fréquentes des infections urinaires, ou encore la valve de l'urètre postérieur, ou les urétérocèles, c'est l'urètre qui a grossi de dimension, qui s'est élargi, et là, ça signifie que les urines vont traîner, vont stagner là-dedans, et ça va être une cause d'infection urinaire. Il faut faire une échographie rénale et vésicale, comme je vous l'ai dit. C'est un bon test de dépistage qui n'est pas invasif, qui est facile à réaliser par tout le monde. La cystographie mictionnelle, c'est pour rechercher le reflux vésico-urétral, mais ça, c'est en imagerie. Et d'autres investigations il faut faire l'abdomen blanc, comme je vous ai dit. Vous pouvez trouver, par exemple, des lithiases. Voilà. Et vous pouvez trouver des atypies chez les enfants qui ont une masse abdominale. Le mauvais jet urinaire, vous vous rappelez, je vous ai dit, le jet urinaire, c'est important. Vous pouvez trouver d'autres germes, comme on a dit, que c'est surtout l'Escherichia coli. Est-ce qu'on peut faire la prophylaxie? Oui. Chez les patients qui ont des anomalies des voies urinaires, on suggère de faire de l'antibioprophylaxie. Les petits-enfants qui ont des infections plusieurs fois par mois, etc., oui. Alors, quels sont les produits? Soit c'est la nitrofurantoïne, pardon, ou bien encore c'est le Bactrim. Ce sont les médicaments qu'on donne en prophylaxie chez ces patients qui ont parfois des malformations, etc. Le suivi, c'est important. Il faut expliquer aux parents que les symptômes des infections urinaires peuvent s'identifier par les parents, par des petits signes que nous avons vus, mais parfois ça peut passer inaperçu. Voilà pourquoi est-ce que nous demandons parfois de faire une analyse des urines. Chaque 2-3 mois, le petit enfant revient à l'hôpital, on regarde les urines. Pourquoi? Parce qu'il faut préserver les organes nobles, il faut préserver les reins. Et alors, c'est pour cela qu'on fait l'examen des urines. Nous, en pédiatrie, en tout cas moi en pédiatrie, quand je reçois une petite fille en consultation qui vient pour fièvre, maux de ventre et tout, je ne demande pas que l'examen des selles, que tout le monde a l'habitude de demander pour voir s'il n'y a pas les banyama, s'il n'y a pas des parasites. Oui, je demande presque toujours aussi les examens des urines. Parce que, comme on a vu, que les infections urinaires, c'est très fréquent chez les enfants. Alors, n'oubliez pas de faire quelque chose, de prendre la tension artérielle chez les petits-enfants. Pourquoi? Parce qu'un patient qui a fait la pyélonéphrite peut avoir des conséquences avec des cicatrices au niveau du rein. Et ces conséquences, c'est l'hypertension artérielle. Oui, les enfants qui ont eu souvent des infections des voies respiratoires hautes, infections ORL, qui vont avoir comme conséquence le rhumatisme aigu articulaire, vont avoir comme conséquence des complications post-pyélonéphrotiques, et ces complications post-pyélonéphrotiques, ce sont pratiquement des maladies auto-immunes, et donc cet enfant peut avoir aussi l'hypertension. D'autres complications, c'est ce qu'on appelle le syndrome néphrotique, les reins qui ne fonctionnent pas bien, il perd les protéines dans les urines, il gonfle facilement, il prend du poids, il est œdémacié, etc. Donc le syndrome néphrotique. Et d'autres complications à la longue, c'est l'insuffisance rénale qui va demander un suivi spécial en instaurant la dialyse. Voilà. Donc voilà, avec ça, il est 13 heures. On va faire une pause d'une bonne heure. Comme ça, vous avez l'occasion de charger votre téléphone.
Mais avant cela, on va voir s'il y a des questions, des choses que vous n'avez pas bien compris. Alors, je vois dans le chat, on va ouvrir, on va réactiver vos micros. Top, top, top. Problèmes sont faibles. Un moment, d'accord. Et puis, des amis demandent pour les adhérer à la réunion. Je suis désolé, il est 14 heures, on est fatigué. Voilà, je suis d'accord avec vous. On fait la pause maintenant. Vous allez bien vous reposer et je vous dirai à quelle heure est-ce qu'on va reprendre. On prend la pause CP. Le CP est là ou pas? On va essayer d'activer les micros. Plouf, 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 plouf. On va activer les micros de tout le monde. Comme ça, je pourrai entendre le CP. Alors, allez-y. Le test, pas le texte, le test pour l'oxyrose, pas l'oxyrose. Oxure, ça c'est la question de Clément Chibangu. Oxure, O-X-I-U-R-E. Oxure. Scotch test. Oxure, c'est le Scotch test ou le patch test. C'est un scotch, c'est un papier collant que vous mettez autour des fesses et vous allez récolter des œufs d'oxure à ce test-là la nuit parce que les oxures vont pondre les œufs la nuit. Alors, dites-nous quel est l'examen clé pour une infection urinaire? Comment vous me poser une question de ce genre quand je vous ai dit l'examen clé, c'est l'ECBU, l'examen de la culture des urines. Et je vous ai dit ce qu'il faut faire. Et je vous ai dit qu'il faut faire une tigette. C'est ça les examens clés. Monsieur Chibamba, Félix. Voilà. Alors, on va faire une pause alors. C'est une pause, attendez, il est 13 heures chez moi. Je vais regarder si je n'ai pas d'autres rendez-vous pour que je ne me trompe pas. Atum saluté. À vos saluts, comme on dit, à vos souhaits. Alors, aujourd'hui, le 10, j'ai une réunion à 14 heures. Alors, il est 13 heures. On peut reprendre demain. Pardon? On peut reprendre même demain. Demain, je ne suis pas libre. Vous ne vous rendez pas compte que je suis en train de faire un sacrifice énorme pour essayer de vous donner le maximum de notions. À 15 heures, à 15 heures. 15 heures. On reprend à 15 heures. OK, chargez vos téléphones, reposez-vous. On reprend à 15 heures. Merci. Professeur, pardon, professeur, vous avez dit que vous avez réunion à 14 heures. 14 heures, c'est l'heure de Kinshasa, mais ici, ça sera à 15 heures. Oui, mais on reprend. Moi, mon heure, c'est celui qui est sur ma montre ici à Kinshasa. 15 heures. Donc, chez nous, ça sera à 16 heures. Oui, parce que quelqu'un m'a dit la fois passée que vous avez besoin de 2 heures de pause. Chargez le téléphone et vous chargez vous-même. 15 heures Kinshasa. Ça va. Allez, voilà, on arrête et à tantôt. Merci. On arrête le lien? Oui. Oui. Eric, j'appuie pas ou pause? Ah oui, pause, suspendre ici, suspendre, enregistrer.